Bonjour Arthur. Merci de participer à ces portraits. Pourrais-tu nous dire qui tu es? Déjà, comme j'ai été à peu près bien élevé, je vais te retourner le bonjour. Bonjour Alexia. Bonjour. Merci de me recevoir pour ces portraits. Et pour la deuxième partie de ta question, finalement, ta question principale, qu'est-ce que c'est, qui je suis, c'est ça, me Oui, c'est présenter, ça. pardon. Qui tu es? Euh, qui je suis? Alors, comme on n'a pas 3 heures devant soi, je vais essayer d'avoir 3 heures devant nous, pardon. Je vais essayer d'être succinct, synthétique. En tout cas, plus synthétique que dans mon futur manuscrit de thèse, mais j'y reviendrai peut-être. Euh, alors, je suis Arthur Lynn, j'ai 24 ans. Euh, j'ai un parcours assez linéaire, on peut dire. Jusqu'à mon baccalauréat en 2017, j'ai pas eu besoin d'aménagement de scolarité ou d'épreuves parce que je n'avais pas les diagnostics de mes différents handicaps puisque j'ai eu des diagnostics tardifs. Donc c'était il y a 4 ans, j'avais 20 ans. Et ensuite, j'ai fait, donc après le bac, 2 années de classe préparatoire littéraire aux grandes écoles. J'ai passé le l'ENS de Lyon que j'ai pas eu. Mais grâce aux équivalences, je suis arrivé en troisième année de licence 19. Puis un Master 1 en économie sociale et solidaire en alternance en tant qu'adjoint de direction en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, avec en parallèle de ça un mémoire de recherche sur le statut sur l'intégration des bénéficiaires de la protection internationale en France, donc les personnes qui obtiennent le statut de réfugié ou Politique. la protection, statut de réfugié politique ou ce qu'on appelle aussi la protection subsidiaire au regard du droit d'asile français et européen. Donc, j'ai fait ce mémoire-là. Ensuite, en Master 2, je me suis spécialisée en protection sociale, ingénierie de la protection sociale et des mutuelles. J'ai changé de lieu d'alternance. Je suis passé à la CAF de Paris, alors Caisse des allocations familiales de Paris, en tant qu'expert en action sociale à la politique de l'autonomie des jeunes. Très concrètement, je devais m'occuper des relations partenariales avec les associations et structures financées par la CAF sur son budget d'action sociale et sa politique autonomie des jeunes pour les actions faites en faveur des jeunes sur le territoire de Paris. Voir si l'argent qui était alloué était bien alloué pour ce pourquoi il avait été versé, enfin bien utilisé, pardon, pour ce pourquoi il avait été versé. Relations partenariales, communication, relations publiques, etc. Ensuite, je suis rentré à l'école de la sécurité sociale pour un CDD long qui devait aller jusqu'en juin 2023. Alors là, on est en avril 2022 à ce moment-là. Donc, je rentre en avril 2022 sur un poste de chef de projet en protection sociale. Je devais au nom de l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale en France avec une collègue. Je n'étais pas seul, on était deux. Je devais m'occuper euh, je devais m'occuper au nom du coup, de l'ensemble des organismes de promouvoir la protection sociale auprès des jeunes en partenariat notamment avec le ministère de la Défense pour ce qu'on appelle ici le SNU, le Service national universel. Il y avait un module de protection sociale, donc j'ai fait de l'ingénierie pédagogique aussi sur ces sujets-là. Il y avait aussi des partenariats avec le ministère de l'Éducation nationale, des projets un peu test, un peu pilote dans certaines académies pour promouvoir la santé, avec des bandes dessinées, avec des modules pédagogiques, etc. Donc, relations publiques, relations partenariales. Mon CDD devait se terminer en juin 2023 et déboucher sur un CDI. Mais si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez, alors là, je m'adresse à l'ensemble des personnes qui nous regardent ou nous écoutent, vous savez que cette aventure a pris fin plus tôt que prévu, puisque nous sommes en juillet 2022 alors, et je suis arrêté ensuite pour 6 mois jusqu'en janvier 2023, et jusqu'à ce que je quitte mon poste. Donc j'ai trouvé un CDI qui m'a permis de partir, un CDI en portage salarial,
forme sous laquelle j'ai lancé mon activité il y a bientôt souvent je dis: «Il y a bientôt 1 an», mais en fait, le temps passe vite, donc en fait, ça fait bientôt 1 an et demi. Donc en communication, intelligence artificielle, recherche et handicap. Communication parce que je fais une thèse en communication, ça je ne l'ai pas encore dit aussi. Je suis doctorant en sciences de l'information et de la communication. J'espère soutenir ma thèse d'ici la fin de l'année 2026. Heu, une thèse sur la sécurité sociale, du coup, tiens donc. Tiens donc, et donc en fait, pourquoi la communication dans mes prestations? Parce qu'il y a peu de personnes qui font un doctorat en com et qui sont consultants. Donc pour moi, c'était un élément aussi différenciant à mettre en avant. Donc j'accompagne plusieurs formats d'accompagnement, à la fois, accompagnement de ce que j'appelle stratégique, donc accompagnement 2 jours pour aider mes clients, pour la plupart, soit eux-mêmes en situation de handicap, soit des entreprises en lien avec ces questions ou le maintien dans l'emploi, puisqu'on attire un peu ce qu'on est. Hem, j'ai, donc accompagnement 2 jours où je mets à plat toutes les fondations de la communication du client. J'ai souvent la métaphore de la maison. Quand tu veux construire une maison et que, tu veux d'abord mettre les meubles avant de faire les fondations, tes meubles, ils tombent dans un trou et moi, j'aide mes clients à ne pas tomber dans un trou. Voilà, comme ça, c'est une image assez parlante et ensuite, ils peuvent refaire appel à moi sur des prestations plus spécifiques en forfait sous forme d'abonnement mensuel. Comme ça, moi, j'ai des revenus à peu près réguliers et les personnes peuvent faire appel à moi quand elles le souhaitent. Hem, donc rédaction de contenu web, newsletter, post LinkedIn, recherche de partenariat, visibilité, relations publiques et cetera. Je me suis formé à l'intelligence artificielle générative, ChatGPT, Midjourney et aussi sur d'autres IA qui arrivent, qui commencent à émerger. Voilà, j'ai senti qu'il y avait un truc, donc je me suis formé l'année dernière. Hem, de la recherche continue de temps en temps à en faire pour les entreprises quand elles cherchent des newsletters très spécifiques. Moi, par exemple, je leur fais le contenu, les synthèses, je source et cetera. Je fais tout le travail de pré-production et eux l'incrémentent ensuite dans leur outil. Je peux faire ça et toutes les prestations handicap. Je suis de plus en plus sollicité sur ces questions de handicap, que ce soit via des podcasts, des interviews, des lives ou des conférences. Je vais faire 2 DU sur le handicap en septembre 2024, en parallèle de ma troisième année de thèse, donc ça va être intéressant aussi. Et donc sur ces questions de handicap, je fais des conférences, des sensibilisations. J'accompagne les entreprises, à l'inclusion d'une personne en situation de handicap sur poste, maintien dans l'emploi et autour des conférences, je fais aussi des conférences autour de la communication finalement et de l'intelligence artificielle, comme j'ai déjà pu le faire maintenant il y a quelque temps et comme je le ferai encore, très prochainement. Voilà et mon site internet est en ligne maintenant depuis maintenant quelques semaines, voilà. On mettra dans la description. Ouais, 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 bah, ce sera avec plaisir. Donc voilà une présentation, voilà, peut-être un petit peu ramassée, hein, de trucs qui va un peu dans tous les sens, mais voilà, en gros, qui je suis et plus globalement, bah, j'adore, voilà, pouvoir témoigner, participer à ces prises de parole parce que les personnes concernées ne sont pas assez écoutées, en tout cas en France. Si on regarde d'autres pays, bah, c'est peut-être plus le cas dans d'autres pays qu'en France. On a beaucoup de retard aussi. Donc, si je comprends bien tout ce que tu m'as dit, jusqu'à ton bac, t'es passé sous le radar autistique. Ensuite, tu te fais diagnostiquer pendant tes études, où Mmh. t'as visiblement des grandes facilités pour étudier et apprendre et faire des diplômes et des maîtrises. En plus, tu as une fibre sociale dans le sens où tu t'intéresses au bien public, à l'usage des fonds publics, enfin à l'usage du bien public, etc. Alors, Non? l'approche sociale, oui, effectivement. Alors, certaines personnes qui m'ont interrogé qualifient mon approche de biais d'humeur. Alors je ne sais pas comment le prendre, mais effectivement, j'essaie d'être assez alerte sur la manière dont sont alloués les fonds publics Mhm. et la manière dont sont déployées les politiques publiques quand il y en a.
au-delà de la communication, institutionnelle et qui sont portées par le législateur et qui parfois laissent clairement à désirer quand on gratte un peu le vernis, et en fait, moi, j'aime bien aussi mettre les responsables, nos responsables, nos gouvernantes et gouvernants face à leurs contradictions, face peut-être à leur, alors je dirais pas volonté de tromper, je dirais, que dans ce qu'ils partagent, il y a des incomplétudes, il y a des inexactitudes, il y a des facilités, et en matière de handicap, comme je le dis souvent, de un, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On ne fait pas de politique handicap, en tout cas avec des bonnes intentions. Et ensuite, déjà l'enfer est pavé de bonnes intentions, et ensuite, en ce qui regarde le handicap, le diable est toujours dans les dé le diable est dans les détails. Voilà. Et moi j'aime bien aller, regarder justement le détail Oui. pour mettre à jour aussi, ce que j'appelle des impostures en fait. Et et ce qui pour moi est fort regrettable pour les politiques de handicap et pour les politiques de manière générale, parce qu'on ne peut pas demander de l'acceptabilité sociale. On ne peut pas demander de l'acceptabilité sociale de telle ou telle politique, si, la politique n'est pas portée de manière loyale, de manière claire et transparente, envers les citoyens. Enfin ça, c'est un peu mon côté très idéaliste, là, qui parle. Mais en tout cas, c'est la manière dont j'appréhende aussi, la manière dont je sensibilise et dont aussi parfois j'interpelle, les responsables, politiques et et heu nos gouvernantes et gouvernants. Et c'est un peu ça qui, imagine, t'a amené de fil en aiguille à te retrouver indépendant, enfin en tout cas à ton compte, où tu vas pouvoir peut-être plus avoir des clients en accord avec ces valeurs-là, non? Ah mais tout à fait, des clients en accord avec ses valeurs et aussi, il y a un avantage indéniable à l'indépendance, même si je reviendrai sur le côté précaire, je pense peut-être après. Un avantage indéniable, c'est la liberté de parole, la liberté de ton. Alors, je le rassure tout de suite, les personnes qui nous regardent ou nous écoutent, je n'insulte personne, je reste respectueux avec les personnes. Oui, Par contre, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis oui, tu dis et des je le choses dis qu'ils veulent de pas forcément entendre. qu'ils veulent pas forcément entendre ou pas forcément voir aussi. Oui. Hem, enfin voilà, je pense qu'on aura l'occasion peut-être de donner des exemples, plus précis parce que j'en ai un certain nombre sous la main, heu, mais heu, mais voilà, je pense qu'on aura l'occasion, d'y revenir, avec plaisir. Donc, aujourd'hui, tu es indépendant, tu fais différentes choses, enfin, tu as différentes activités entre la communication, l'IA, la sensibilisation au handicap et finalement, quelque part, un activisme politique dans un sens ou un autre. Sachant qu'il faut quand même savoir que je n'y connais rien en politique, donc il ne faut pas prendre mes questions. Non, Je, non, mais il y a non, non, mais il y a pas de souci, il enfin, y a je veux pas de dire, je souci. n'ai aucune culture politique sophistiquée, donc c'est vraiment mes questions bébêtes. Mais euh, comment t'organises ta semaine au quotidien? Comment tu fais? Parce que tu dois combiner plein de choses différentes. Tu travailles où? Chez toi? Quelque part Mmh. d'autre? Comment ça marche? Alors, hem, alors je dirais que ça dépend. La plupart du temps, je travaille de chez moi. Il faut savoir qu'en sciences humaines et sociales, c'est encore une discipline qui est enfin des disciplines qui sont assez monacales. Donc, tu regardes, tes livres, tes sources et cetera. Finalement, tu peux très bien être seul et moi, ça me va d'une certaine manière, mais j'aime bien de temps en temps sortir de ma grotte pour aller faire ce qu'on appelle, les formations doctorales et voir d'autres doctorantes et doctorants qui sont en galère et de se dire: «Finalement, on n'est pas seul, on relativise notre situation». C'est le proverbe, tu sais, quand je me regarde, je me désole et quand je me compare, je me console ou l'inverse, je sais plus. Et c'est un peu pareil quand je vais en formation doctorale. Je regarde où en sont les autres et finalement je me console aussi. Heu donc la plupart du temps, je suis depuis chez moi et l'organisation de ma semaine,
Je pense que je suis assez organisé en ce qui regarde ma thèse. Parfois les lectures sont des phases assez compliquées parce que, j'ai une masse de documents à lire qui est assez importante et parfois même, même sans lire intégralement, exhaustivement, de manière exhaustive. C'est quand même quelque chose, à mon sens, à prendre en compte, de manière, vraiment, très importante. J'ai un planning, de travail pour ma thèse, si je veux tenir les délais. Heu, Après pour les échanges, rencontres entrepreneuriales et cetera, j'ai des événements auxquels je vais et parfois je prends un peu la balle au bond. Ça veut dire je saisis les opportunités de prise de parole, et cetera, pour la visibilité, pour la légitimité, pour trouver des clients. Parce qu'à terme, moi, je compte vivre de mon activité. Pour l'instant, c'est un revenu complémentaire, en plus de mon contrat doctoral à l'université. Mais à terme, je compte vraiment vivre de mon activité et c'est pour ça que, je démultiplie un peu les supports et depuis que mon site est sorti, vous avez des articles, qui sortent tous les mois. Alors, en général, c'est un article, parfois ça peut être un peu plus et bientôt aussi une newsletter, qui va sortir dès que j'aurai, le temps et dès que j'aurai, aussi la volonté de le faire. Parce que comme pour mes lectures de thèse, j'ai la méthodologie, je sais comment faire et parfois je me retrouve face à des quantités assez importantes de livres et je me dis, «Waouh, bon, bah, c'est bon, hein, j'ai peut-être quelque chose de plus important à faire, on verra ça demain». Mais pour l'instant, je suis encore dans les temps, mais il faut que je m'y mette. Donc voilà à peu près comment est organisée ma semaine, sachant qu'il faut que j'intercale des moments un peu de repos, de répit, de sport pour le bien-être, mental Oui. aussi. Donc voilà un peu comment s'organisent, mes journées et mes semaines où je n'ai Et pas le temps de m'ennuyer. oui, non, mais parce que je ne sais pas comment tu fais. Une thèse, en général, c'est quand même assez intensif. Si en plus, tu essayes de trouver des clients sur des sujets qui sont pas forcément liés directement à la thèse, de ce que je comprends, enfin, ça te fait... Enfin, j'imagine que tu aimes la stimulation intellectuelle aussi, sinon tu ne le ferais pas. Mais TDAH, bonjour. est-ce que ton, est-ce que ton organisation, elle a changé à partir du moment où on t'a dit que tu étais autiste ou c'était déjà... Enfin, tu as juste continué à faire pareil? Alors je pense que est-ce que mon organisation a changé? Hem, Bah, déjà quand à partir du moment où on m'a dit que j'étais autiste, alors il faut revenir 7 ans en arrière. Là, ça fait 4 ans que je suis diagnostiqué, mais mon diagnostic a pris 3 ans, Ah puisque oui. les spécialistes adoraient me renvoyer de spécialiste en spécialiste. Parce que mais on voit bien qu'il y a quelque chose, monsieur, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, hein. On va vous envoyer vers quelqu'un d'autre, hein. Là, c'est là où s'arrête notre champ de compétences. Hem Et parfois, c'était pas dit aussi explicitement, hein. Mais et donc en fait, quand je l'ai su, bon, même si ça pose question parfois dans la communauté, des personnes autistes, et plus largement, quand on parle de neurodiversité, c'est l'autodiag. Mhm. Le La France ayant, à peu près pour moi entre 30 et 40 ans de retard sur les autres pays en ce qui concerne le diagnostic et la prise en charge des personnes autistes. L'autodiag, pour moi, ça fait partie du parcours diagnostique. Oui. J'ai écouté des podcasts, écouté des personnes, lu beaucoup sur cette question, qui est peut-être devenue, en à l'insu de mon plein gré, comme on dit, un peu, un intérêt spécifique en lui-même Oui, et oui. donc dès lors, lorsque j'ai bien été orienté au bout de 3 ans, je commençais à avoir des bribes de réponses. J'avais des réponses sur d'autres troubles associés, les troubles, des apprentissages, les troubles 10 par exemple et pas sur le TSA, pas sur le trouble du spectre autistique et encore moins sur le trouble, déficitaire de l'attention. Mais je savais un certain nombre de choses déjà sur la manière dont je fonctionnais, mais j'attendais aussi, la validation aussi du diagnostic. Je me disais: «Mais, si ça se trouve, je me fais des films et machin» et finalement, non, pas tant que ça, heu, pas tant que ça. Donc je savais déjà un peu comment je fonctionnais, donc je m'organisais
inconsciemment, mais en étant très actif dans cette organisation-là, avant même mon diagnostic, puisque le diagnostic a pris un certain temps. À partir du diagnostic, ça m'a permis aussi de légitimer la manière dont je m'organisais. Je suis comme ça, donc je sais que je m'organise comme ça. Parfois, ça peut induire et impliquer un peu un espèce de trop plein. Il faut que je fasse gaffe à c'est bien de vouloir faire plein de choses et cetera, mais parfois il faut aussi prendre le recul, se reposer, et c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on aime faire plein de choses comme moi, et on aime cette stimulation intellectuelle. Donc je pense pas que le diagnostic ait changé quelque chose. Je pense que le diagnostic est venu, est venu finalement, hem, sûrement d'ailleurs confirmer un mode d'organisation que j'avais pris un peu, bien malgré moi au fur et à mesure des années, et je voyais un peu, à tel moment de la journée, je suis plus productif. Heu, Par exemple, ça va être plus milieu de matinée ou en soirée, par exemple. Ce qui fait que sur la très large, plage horaire dans la journée, c'est compliqué pour moi, par exemple, de me mettre à lire ou, de faire des choses comme ça. Par contre, des entretiens pour ma thèse, j'en fais, mais pour les lectures, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne bien aussi dans l'urgence. Je sais, c'est pas bien, mais, Si ça marche. quand oui, oui, ça marche bien. En fait, quand je sais qu'il faut que je le fasse, je le fais et je le fais à peu près bien. Donc voilà, mais j'ai fait un planning et on espère, on croise les doigts, que je tiendrai ce planning parce qu'au bout d'un moment, la thèse, c'est bien, mais comme dit le proverbe universitaire: «Mieux vaut fait que parfait», Oui. et je pense que, Ouais, en général. je pense que la sagesse, universitaire, en tout cas sur ce point, a bien raison. Et dans ta thèse, tu dois aussi faire des publications pendant ce temps-là ou c'est pas, c'est une thèse Alors, en sciences humaines, donc je sais pas comment ça fonctionne. non mais c'est bien que tu poses la question. Souvent les gens disent: «Oui, mais en sciences humaines et sociales». Enfin, vous allez vous poser la question sur, la signification de l'accent circonflexe au XVe siècle, et donc c'est pas vraiment des thèses, c'est pas vraiment un travail, utilitaire, voire utilitariste comme dans certaines sciences dures, et je dis ça sans jugement. Heu, donc oui, alors après ça dépend des écoles doctorales. Il faut savoir qu'en thèse, tu relèves d'une université qui te délivre le diplôme, mais tu es rattaché à un laboratoire auquel tu appartiens, un laboratoire de recherche qui est lui-même rattaché à une école doctorale, qui est elle-même rattachée à l'université qui délivre le diplôme, Oui, et donc à partir de là, selon l'école doctorale à laquelle tu es rattaché, tu as des obligations ou non avant la soutenance. Par exemple, de publier ou non des articles. Si tu veux faire une carrière académique, forcément, il va être fortement conseillé de commencer le processus de publication pendant ta thèse. oui. Mais moi, étant donné que, comme dirait l'autre, entre guillemets, «ça ne me concerne pas», Oui, donc fin de citation. c'est pas Oui, parce que je demandais, parce que je sais pas si tu verras le témoignage d'Angela, qui elle a Mmh fait une mh. thèse en biologie, si je me trompe pas. Et c'était intéressant parce qu'elle expliquait que le processus où il fallait publier, parce que c'était vraiment sa passion elle voulait faire une carrière académique. Et en fait, le fait de devoir publier très, très fréquemment, et ça doit être collaboratif, ben, ça l'a vraiment mise en difficulté parce que justement, il faut faire du réseau, il faut travailler avec des gens. Enfin, c'est un mode de travail collectif qui n'est pas forcément hyper bien adapté à un fonctionnement autistique, on va dire, pour Mmh schématiser. mh. Ah non, non, mais je suis tout à fait pour le coup, je suis tout à fait d'accord, heu et encore, tu dois publier, et c'est quand on te le dit, parce qu'on parle d'autisme et cetera, mais alors moi je le travaille, hein, mais on va dire que niveau implicite, des fois, c'est encore un peu compliqué. Heu, donc tu as les implicites de l'université, Ah et oui, pas seulement les personnes autistes, hein, mais tu oui, interroges, je pense, dans la rue, tu fais un micro-trottoir, bon déjà tu te présentes parce que sinon les gens vont avoir peur, vont se dire: «Mais c'est qui cet inconnu qui arrive?» Mais une fois que tu t'es présenté, tu as présenté ta démarche, tu interroges des doctorantes et des doctorants, la plupart te diront que quand on entre en doctorat, on n'a pas idée de la machinerie que c'est derrière le monde de la recherche,
même Oui, en ayant fait un master de recherche, parce que les masters de recherche en France ne préparent pas au doctorat. Je sais que je vais me faire beaucoup d'amis en disant ça, mais c'est la réalité. Ça ne prépare pas au doctorat, ça ne prépare pas à chercher un financement, trouver un laboratoire, trouver un bon directeur de thèse. La thèse, c'est long, donc il faut vous entendre bien avec votre directrice ou votre directeur de thèse, trouver un bon laboratoire. Pourquoi choisir telle ou telle école doctorale? Heu, Ça, personne ne nous renseigne, personne ne nous dit qu'il faut faire, des publications. Pour les universitaires en place, ça a l'air tellement évident. oui, c'est la norme, mais la norme est la règle, mais c'est pas explicité. C'est ça, mais comme finalement, comme beaucoup de normes et beaucoup de règles, et je trouve que c'est dommage parce que, ça met en difficulté les personnes autistes et de manière plus largement et de manière plus large, l'ensemble des doctorantes et des doctorants. Je pense que je prends pas trop de risques en disant ça, et c'est dommage parce que pour moi, c'est encore un moyen déguisé de sélectionner. On va pas nous dire les choses et donc si on ne nous dit pas les choses, c'est une manière de sélectionner aussi, à mon sens. Si tu Mm. veux faire une carrière universitaire, il faut que tu saches toutes ces choses-là et moi, très vite, ne voulant pas être précaire pendant, 25 ans après ma thèse, à enchaîner les CDD courts, je vous renvoie pour ça à 2 livres. Le livre d'Adèle Combes sur, le harcèlement à l'université, comment l'université broie les jeunes chercheurs. Tout est dans le titre. C'est une docteure en biologie, hein, il me semble, ou à une autre science dure. Ou alors, je vous renvoie aussi, au livre, que là j'ai sous les yeux, de Charles Beauvieux, Onekuelu, qui est un qui a enfin obtenu sa titularisation au CNRS après, 20 après une dizaine d'années de précarité en post-thèse, Oui. heu, qui s'appelle «Précarité générale, témoignage d'un rescapé de l'université», où il explique bien, l'état de déliquescence de notre système universitaire, qui est dramatique, hein. Je parlais tout à l'heure du fait que parfois j'interpelle les responsables publics. J'aimerais ne pas avoir à le faire, hein. Clairement, dans un monde idéal, d'ailleurs, j'aurais pas besoin de le faire et les politiques seraient responsables devant les citoyens, comme le prévoit la Déclaration des droits de l'homme de 1789, hem, que chaque représentant, de la nation est responsable devant les citoyens et est comptable de son action. C'est pour ça que j'interpelle les responsables publics, mais j'aimerais ne pas avoir à le faire. Mm. Hem et donc voilà, par rapport à ce que tu disais, je trouve que c'est hyper, pertinent de parler des implicites, Mm. de tout ce qui n'est pas dit, que ce soit dans le monde universitaire ou le monde professionnel et c'est pour Oui, ça parce que que j'ai c'est choisi, le monde l'indépendance. professionnel en général. Enfin, là, l'histoire de il faut publier, il faut faire du réseau. Je pense que on le voit même quand on étudie la progression, tu vois, des femmes contre les hommes dans les entreprises. Alors, ça n'a rien à voir avec la neurodiversité, mais c'est la même idée. C'est quand même théoriquement une minorité à la base. Et il y a plein de livres que moi j'avais lus à l'époque d'Américains où ils explicitaient plein de choses, mais c'était vraiment intéressant. Les femmes pensent qu'il faut travailler bien pour être promues. Les hommes savent qu'il faut parler aux bonnes personnes. Enfin, Mmh. je fais des gros raccourcis, mais ces règles, elles sont extrêmement... enfin, les organisations, c'est des endroits c'est très complexe. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est vrai que de ce que j'ai vu dans les autres témoignages, ce qui pose problème, en général, c'est pas la nature du travail, c'est tout ce qui va avec, c'est les collègues, les réunions, la machine à café, Jean-Michel de la Conta. voilà, les cérémonies sociales, en fait, si on voulait, enfin, tout ce qui est rituel. Ah, c'est beau ça, cérémonie sociale. Et c'est un genre de cérémonie, la machine à café, quand il pense. Enfin, c'est Ah, je des gens. trouve que c'est absurde. Enfin, je trouve que c'est complètement absurde. Bah, ça dépend de l'objectif. C'est ça que tu vois, c'est que si ton objectif, c'est d'avoir une conversation intéressante, clairement, ça n'a aucun sens. Si ton objectif est d'être en présence des autres et dire je te vois et je suis avec toi, ça marche. Mais, tu vois, enfin, c'est une espèce de, c'est deux objectifs différents. Mais bon,
dans ton travail là aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Ou dans enfin, la thèse, j'imagine que tu aimes apprendre et te faire des nœuds au cerveau, mais dans ton travail. Merci, merci, c'est vrai que si j'aimais pas, faire ce que je ferais pas ce que je fais et je ferais pas de thèse. Même si souvent pour rire, je dis que j'ai fait ma thèse parce que j'ai vu de la lumière et que je suis rentré. Oh, il y a des Mais livres. c'est ça, c'est ça. Oh, il y a des livres, c'est ça. Si j'avais su alors, déjà j'aurais commencé ma thèse pleinement financée et j'aurais pas fait u 1 an en autofinancement. Je le conseille à personne. Mais, pour rebondir sur cette question du travail justement, puisqu'on est en plein dedans, qu'est-ce que j'aime dans mon travail? Et finalement sur la manière de faire le travail. C'est des thématiques de recherche, hein, que je travaille aussi dans le cadre, de ma thèse, hein. Je travaille sur la sécurité sociale, notamment sur les questions de RSE, alors, plus largement, de manière plus large, mais en gros, c'est la RSE et souvent, c'est pas le travail qui pose le problème, comme tu disais, c'est la manière, les modalités d'action dans ton travail et ton environnement de travail. Est-ce que ton environnement va être, comme dirait, comme dirait, un collègue, Manuel Zaclade quand il parle de, hem, d'environnement de travail capacitant, il va te permettre d'être, plus autonome possible? Ou est-ce qu'il va être, ou est-ce qu'il va être purement, même si c'est pas son terme à lui, est-ce qu'il va être, instrumental? Est-ce que tu ne vas être qu'un simple outil à l'accession d'une fin, l'accession d'un but? Oui. Ou est-ce que tu vas être libre de la manière dont tu vas déployer ton travail? Et je pense que ça, c'est très important et les managers n'ont pas assez conscience de ça. Ils vont te Et dire: «Oui, on toi, n'arrive pas à qu'est-ce que tu recruter». aimes, toi, dans ton travail? Et voilà, qu'est-ce que j'aime moi? Alors faut me recentrer, c'est bien, trouble attentionnel, tout ça. Qu'est-ce que moi j'aime dans mon travail? La liberté d'action, du coup, hem, me oui, voilà, je dirais la liberté d'action, liberté d'organiser mon emploi du temps comme je le souhaite. S'il y a des jours où je suis fatigué, c'est pas enfin, j'aimerais ne pas être fatigué, mais il y a des jours où je suis fatigué, donc c'est pas grave, je dors, je fais autre chose et en ça, la recherche, c'est bien parce que ça te permet vraiment d'être libre dans ton emploi du temps, sur le papier en tout cas. Mmh. Après, il y a toute la précarité, de la recherche sur laquelle, voilà, j'ai évoqué un peu tout à l'heure, qui est un peu moins bien, mais en tout cas sur l'organisation du travail, la liberté que tu as dans ton travail, c'est bien. L'absence quasi, voilà, quasi entière, d'un lien de subordination propre au salariat. Heu, bon, je suis quand même en quelque sorte subordonné à mon directeur de recherche, à qui je rends des comptes et cetera. Mais c'est pas le même lien que ton manager de proximité qui va te dire: «Pourquoi tu as mal rempli le tableau Excel à la case, E45?» hem, voilà, je sais que je suis peut-être un peu caricatural, mais moi j'ai horreur du micromanagement. Depuis mon burn-out, c'est quelque chose que vraiment, vraiment j'y arrive pas et donc quand j'ai choisi le portage salarial pour mon activité, je savais que j'allais avoir une liberté tout en étant salarié. J'aurais ce lien de subordination puisque je signe les contrats avec mon entreprise et le Oui, client. mais le portage salarial, c'est une technique pour enfin, c'est quand même indépendant. Enfin, c'est tu signes tout. Oui, 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 je suis quand même indépendant, mais aux yeux de l'URSSAF, je suis salarié de Oui, l'entreprise. c'est une mais et ton directeur de thèse, tu lui as parlé du fait que tu étais autiste, que tu avais besoin de travailler d'une certaine façon ou pour lui, c'est pas enfin, ça a pas de lieu d'être parce qu'ils sont tous un peu, vous êtes tous un peu, pas bizarres, mais spéciaux? Alors, je ne prends pas la responsabilité de ses propos. Hem, je ne prends pas la responsabilité de ses propos. Hem, Non, mais tu vois ce que je veux alors, dire? C'était pas oui, méchant, oui, c'était juste le non, côté non, 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 excentrique. Enfin, c'est n on non, a non, mais j'ai tout l'habitude à dans l'université d'avoir des profils excentriques, donc finalement un excentrique pour un autre, bon. oui, alors, je pense que déjà, il y avait nos thématiques de recherche, hein, qui nous rapprochaient aussi avec mon directeur. C'était mon directeur de master 2.
Il était sur les questions de connais pas. protection sociale dans les territoires, donc forcément, c'était intéressant pour lui aussi que je travaille avec lui. Et ensuite sur cette question du handicap, il savait en fait, je le disais, sans forcément rentrer dans le détail, hein, mais il savait, voilà, comment je fonctionnais et sur le fond, il était d'accord avec moi et par exemple sur certaines choses, il m'a dit: «Bon Arthur, je suis d'accord avec vous sur le fond, mais voilà, je sais que vous avez peut-être tendance à, voilà, à aller un petit peu, voilà, frontalement dans les gens, Oui, un peu cash. voilà, mais voilà, fondamentalement, je suis d'accord avec vous. Vous pouvez dire à peu près la même chose, mais essayez quand même de mettre un peu les formes». Donc on va dire que mon directeur de thèse, j'ai un grand respect pour lui et c'est un très, très bon encadrant. D'où l'importance de bien choisir son directeur ou sa directrice, Mmh. et c'est peut-être l'un des seuls responsables, en tout cas hiérarchiques, pour lequel, j'ai énormément de considération et que j'écoute. Heu, voilà. Ah bah, c'est super parce que c'est en fait, ça devient une ressource aussi. Bien sûr, bien sûr, c'est une ressource. Après, il y a Alors, beaucoup de choses que au-delà j'ai d'être une ressource technique, moi, ce que je veux dire, c'est si, tu vois, tu dis: «OK, essaye de» tu pourrais peut-être le présenter de façon plus ceci ou peut-être qu'il j'imagine qu'il peut t'expliciter certaines situations que tu dois, j'imagine que si tu fais des entretiens, tu dois peut-être te retrouver dans des situations où tu as pas forcément toute l'information implicite et du coup, ça aide à décoder. Enfin, c'est des j'hypothèse, mmh hein, mh. mais Alors j'ai eu moins de difficultés sur les entretiens, par exemple. Paradoxalement, hein, on dit souvent que les personnes autistes manquent d'empathie, ah, c'est la diade autistique, la théorie de l'esprit, tout ça. Mais en réalité, moi, j'adore faire des entretiens. Franchement, j'adore, parce qu'en même temps, ça me donne l'impression que j'avance. Alors que quand tu es dans les lectures, en fait, dans les lectures, tu avances aussi, mais tu avances plus lentement mmh, et quand tu vois la montagne de lectures à lire, encore une fois, c'est compliqué. J'ai fait une formation avec Martha d'ailleurs, si elle nous écoute, je la salue. Je salue Martha et sa qualité à aller faire sa formation. c'est qui Mar Mais pardon? c'est qui Martha? C'est Martha, Tu me diras, je le Boeg mettrai dans les commentaires. Si tu c'est expliques. Martha oui, oui, c'est Martha, Boeglin D'accord. qui est, heu, qui est en Allemagne et qui fait des formations pour les doctorantes et les doctorants sur plein de choses que ne nous apprend pas l'université. Oui, C'est une docteure, elle, justement, ouais. et ça fait longtemps, hein, qu'elle a lancé son activité, mais j'ai fait une formation avec elle sur la lecture efficace de la documentation scientifique et ça me fait gagner énormément de temps. On n'a pas besoin de lire, de A à Z, tel ou tel document et ça, on ne l'apprend pas à l'université. Heu, Ça permet d'aller plus vite aussi et donc paradoxalement, sur les entretiens, non, j'ai pas tant de soucis, surtout que là, je commence à être rodé un peu à l'exercice. Si tout va bien, j'ai bientôt terminé la phase d'entretien. Ce sera une première victoire, et en fait, j'adore entendre les personnes, parler, les écouter, parler de leur vécu, de leur trajectoire de vie professionnelle. Heu, je considère toujours que bon, certains diront qu'il y a peut-être un souci de légitimité et de posture de mon côté, mais j'ai toujours, à cœur de me dire que l'autre a toujours beaucoup à m'apprendre et a peut-être plus à m'apprendre que moi-même j'ai à lui apprendre. Alors je sais que j'ai des choses à apprendre aussi aux autres, mais, j'aime bien être dans cette posture de Bon, réception objectivement, tu as aussi. que 24 ans. Donc, je veux dire, c'est un peu Non, mais logique bien sûr. que ce soit plus les autres que toi, mais ça marche dans les deux sens, de toute façon, on apprend toujours. Oui, oui, objectivement, j'ai que 24 ans, mais après on va dire qu'il y a certains sujets Oui, où tu es à sur fond, lesquels, je vais quand même être, je vais avoir une certaine légitimité, bien sûr. mais il y a beaucoup de choses, voilà, que j'ai à apprendre sur plein de sujets que je ne connais pas. Oui, donc ce genre de choses, ça te fatigue pas. C'est stimulant, du coup, c'est pas un problème. C'est pas, ah là là, j'ai fait un entretien, c'était top, maintenant je dors pendant 3 jours. Enfin, j'exagère, hein, mais Alors, non, enfin, pour le coup, franchement, j'adore. Après, c'est à moi aussi de me discipliner. Il y a oui, des jours où j'ai pu mettre 3 entretiens, dans la même journée, 3 entretiens en visio qui duraient à chaque fois 1h30. À la oui. fin de la journée, je me disais: «Bon, la prochaine fois, tu vas quand même essayer de le mettre de manière un peu plus intelligente» et je renouvelle un peu l'erreur et je me dis: «Bon, la prochaine fois quand même» et à force, ça finit par rentrer. Mais c'est comme pour les enfants, en fait, il faut que Oui.
par processus d'itération, de réitération que ça finit par rentrer. Oui, puis il faut faire l'expérience en fait. Tu apprends par l'expérience. Et si tu répètes l'expérience plusieurs fois, tu finis par te dire, bon, finalement, Voilà, c'est ça en fait, il faut, c'est en tombant qu'on apprend. C'est un peu comme l'enfant qui apprend à marcher. oui. Tu tombes une fois, tu tombes 2 fois, tu tombes 3 fois, à la 4e fois, tu tombes pas, quoi. Donc toi, tu considérerais que en quoi ton profil atypique est un avantage dans ce que tu fais? Alors j'imagine que tu aimes bien aller au fond des choses. Ça, tu l'as dit assez. Je pense, on le perçoit assez rapidement quand on te parle. Je sais pas comment je dois le prendre. Un doctorant qui n'aimerait pas aller au fond des choses, ce serait quand même gênant. C'est vrai, c'est Ça, vrai. moi, ça me semble adapté. C'est un critère de recrutement. C'est bon, non, non, mais ça me saoule. C'est bon, je sais suffisamment. Enfin, tu vois, ça va pas marcher. Parce qu'un Plutôt doctorant, l'excès inverse. aller chercher des trucs super enfin, moi je sais qu'on m'avait proposé une thèse, je les ai regardés, genre non mais même pas en rêve, moi ça m'intéressait mais pas du tout, c'était trop collection de timbres. Enfin, c'était dans les sciences, mais on m'avait dit tu vas faire un catalogue des galaxies machin et je dis non mais t'as pas la tête, j'ai la tête de faire une collection. Enfin, moi je voulais de l'action, moi je serais Non mais t'inquiète pas, tu seras quand même la bienvenue à ma soutenance, hein. Même si, j'espère que, j'espère que ma thèse ne sera pas une collection de timbres. Je pense que mais je mettrai un non, petit PS à la fin, tu sais? Je mettrai, «Merci Alexia d'avoir tellement cru en moi». mais c'est pas ça que je dis. Hashtag collection de timbres. Mais non, mais ce que je dis, c'est que, tu vois, c'est si t'as pas la fibre d'aller dans le détail, enfin, moi je suis persuadée qu'ils l'ont proposé à quelqu'un d'autre qui a trouvé ça incroyable. C'est ça que je veux dire, c'est que Ah oui, c'est qui tu es fait que tu vas faire la thèse ou pas. Moi j'aimais, je voulais les trucs, moi je suis très pratique, pragmatique, il faut que les choses, ça soit tout de suite opérationnel. Et donc, clairement, on m'a parlé, j'étais là, non, mais non, mais non. Déjà, je n'aime pas les collections, j'aime pas. Moi, je suis pas autiste, donc je veux dire, j'ai un TDA, mais c'est pas. Bref, tout ça pour dire que, à part cette histoire d'aller au fond des choses, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses où mmh, tu vois que c'est des facilités ou un avantage, ou qui sont appréciées? Ou que- je le voyais pas forcément comme une facilité ou un avantage jusqu'à récemment, mais par exemple avec le TDA, tu as la chose qu'on appelle l'hyperfocalisation Oui, et ça franchement, j'avoue que c'est un avantage parce que, bon, encore faut-il que le sujet m'intéresse et ça dépend des lectures. Il y a des lectures vraiment, avec tout le respect que j'ai pour mes collègues et pour les pairs qui sont vraiment bon. ardues ou, un peu voilà, pas évidentes à appréhender et il y a des lectures qui vraiment me portent et j'ai envie de lire et donc finalement ça dépend beaucoup. Mais l'hyperfocalisation pour moi c'est une force. Le fait d'aller dans les détails, c'est une force. Le fait, de pouvoir se remettre en question aussi, c'est une force. Oui, Quand on parle d'autisme ou de personnes, neuroatypiques, on dit souvent qu'il y a ce qu'on appelle la rigidité mentale, notamment dans l'autisme, mais pas que. Ça veut dire que tu vas avoir des habitudes, des routines, et ça va être compliqué de te faire un peu bouger parce que pour toi, c'est un point d'ancrage stabilisant et rassurant. Tu peux avoir de la rigidité mentale, mais à titre personnel en tout cas, heu, les fois où je dois me remettre en question, je me remets en question. Bon, c'est pas toujours facile d'admettre, qu'on doit se remettre en question, mais j'espère et j'essaie autant que faire se peut de me remettre en question. Et de toute façon, il faut le faire quand on fait de la recherche. mm, C'est limite rassurant que ton sujet évolue au cours de ta thèse. S'il n'évolue pas du premier jour au dernier jour, si c'est à la virgule près la même chose et oui, qu'il y c'est qu'il a y a un truc ça qui va pas. c'est que là, je pense que tu peux te poser des questions. Oui, en plus, tu t'engages dans un processus où tu sais qu'il va falloir être flexible. Donc, c'est pareil, c'est aussi un peu un processus de recrutement. C'est si tu voulais juste faire ta thèse sur un sujet de ton point de vue unique et où c'était juste, tu présentes ton point de vue, ça n'aurait pas marché. Ça demande, Ah, ça c'est ta curiosité qui te guide. oui, c'est la pure curiosité et ça, je pense que c'est important de le dire quand tu t'engages dans une démarche comme celle-là, que ce soit une thèse ou même ton propre projet d'entreprise, hein. Là, je parle d'entrepreneur, entrepreneur, comme on dit. Heu, Ça vient pas de nulle part. Oui, Forcément, ça achoppe avec ton propre système de valeurs
et ça te porte. Ça vient de quelque part. Quand tu choisis tel ou tel sujet, c'est pas anodin. Oui. Parfois, tu peux avoir un point de vue de départ qui peut complètement être, remis en cause à la fin et c'est pas grave. Mais pour avoir la démarche, la poussée initiale au départ, tu dois avoir quand même, ce recul et cette réflexion. Qu'est-ce que ça va m'apporter intellectuellement, en termes de sens, en termes de projet, dans la vie? D'ailleurs, quand on dit projet, si on reprend étymologiquement, c'est lancer vers l'avant, projeter vers l'avant, proiectum et il faut que tu aies cette poussée initiale qui vienne de toi parce que c'est des projets tellement prenants, tellement, prenants en termes de temps, en termes d'investissement émotionnel et personnel. Quand tu fais ta thèse, c'est un peu bon, je ne serai jamais enceinte, hein et pour l'instant, je n'ai pas d'enfant, mais c'est un peu Oui, comme, oui, c'est ton bébé, c'est comme les entrepreneurs. voilà, c'est un peu comme ton bébé. C'est pour ça que quand tu dois abandonner ta thèse et que tu l'as pas finie, pour les doctorantes et les doctorants qui doivent faire ce choix et qui sont parfois contraints, qui n'ont pas le choix et qui sont contraints parfois, c'est un peu vécu comme une fausse couche, en fait et c'est très dur, émotionnellement et psychologiquement. On met un certain temps à s'en remettre. Ah, mais je veux bien le croire parce que c'est un investissement. C'est des années en plus. Merci de me rappeler que je suis pas encore sortie. Ah, mais non, mais je veux dire, on comprend pourquoi ça peut être vraiment difficile de renoncer à quelque chose qui t'a fait réfléchir jour et nuit pendant des siècles, enfin des siècles, des semaines. Alors, enfin, des jours et des nuits, alors peut-être pas, j'essaie de dormir la nuit. C'est pas toujours évident, mais j'essaie de dormir la nuit et Mais toi, t'as pas renoncé. Moi, je voulais dire, les gens qui renoncent, tu vois, c'est que tu dois laisser tomber quelque chose qui était le centre de ta vie pendant des mois. C'est ça que je voulais dire. mais ce qui aide beaucoup à ne pas renoncer, c'est être payé aussi. Ça, c'est pas mal, c'est vrai. Non, non, mais je veux dire, on va dire les choses, hein, moi, pendant un an, je me suis autofinancé, mais c'est comme si je faisais ma recherche pour la gloire et c'est encore un gros problème en SHS, en sciences humaines et sociales, c'est que c'est encore admis que tu peux faire de la recherche de haute qualité, de haut niveau, qui va servir ensuite, tes pairs et l'université et faire ça pour la gloire, en fait, heu, sans que tu ne sois payé pour cette démarche qui, pour moi, est un véritable travail, Bah oui. heu et donc pour moi, c'était devenu, inaudible de continuer à faire ce que je faisais presque gratuitement. C'est pour ça que je me suis battu pour obtenir un contrat doctoral, et avoir ce financement-là qui aide, hein, dans les périodes un peu de doute, à te dire: «Bon, tu es financé, tu as de l'argent qui rentre tous les mois, heu, ce serait bien que tu ailles au bout», parce que c'est un revenu aussi. Les gens comptent sur toi. Alors les gens comptent sur moi. Alors j'avoue qu'effectivement, moi je pense, notamment à mon directeur qui croit en moi, qui compte sur moi, qui me fait confiance et donc j'avance et cetera. Après, je ne suis pas non plus naïf sur, la portée que va avoir ma thèse. Oui. Heu, Ça veut dire que je pense qu'elle va bien caler les portes, mais de là à dire que ça va révolutionner la recherche, après peut-être que je pèche par trop d'humilité, mais je me fais pas trop d'illusions non plus étant donné que derrière je ne veux pas faire carrière, Oui, c'est vrai. heu et c'est un choix que j'ai fait, hein. Tu en as d'autres qui choisissent de faire carrière et je respecte tout à fait, mais étant donné que je sais que je ne veux pas faire carrière, voilà. Je vais quand même essayer d'avoir, une démarche, scientifique rigoureuse, bien entendu. Mais on va dire les enjeux sont peut-être un peu moins forts que quelqu'un qui a décidé de faire carrière. Tu disais que ce qui pouvait être difficile, c'était la fatigabilité. Donc là, tu n'as pas grand-chose à faire à part te reposer. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu rencontres, que tu penses sont liées à l'autisme dans le cadre de ta thèse ou du travail que tu fais avec tes clients? Alors je dirais, bah, la gestion des implicites, déjà. Parfois, quand tu es face à quelqu'un, que ce soit dans la thèse ou avec mes clients, tu as certaines choses qui ne sont pas forcément explicitées, qui «coulent de source» entre guillemets, mais qui ne le sont pas.
qui sont pas évidentes et donc il faut, que je puisse, reformuler aussi pour être sûr d'avoir bien compris, faire expliciter les personnes. Parfois, ça fait même prendre conscience aux personnes de certaines choses auxquelles elles-mêmes n'avaient pas pensé. Je suis souvent dans cette démarche, tu sais, un peu de maïeutique, platonicienne, accoucher les âmes, voilà, je vous rassure, on est toujours sur le portrait d'Alexia, on n'est pas passé sur Télérama ou sur France Culture. Je sais pas, j'ai un doute des fois. Ah, j'ai un doute des fois, franchement, mais non, en fait, voilà, je vais être surtout dans la reformulation, l'explicitation. Pour moi, c'est très important de se comprendre, en fait, Oui, heu et même quand tu es pas autiste, même quand tu es une personne qui n'est pas autiste, qui n'est pas TDA, qui n'est pas DIS, qui n'est pas et cetera. Aujourd'hui, on parle beaucoup de communication. Les gens communiquent. Je fais une différence entre communiquer et savoir communiquer. Les gens communiquent, mais ne savent pas communiquer de manière assertive, de manière respectueuse de l'autre, de manière, en étant à l'écoute de l'autre, mmh. ce qui peut générer beaucoup d'incompréhension, beaucoup de conflits et bah, je trouve que c'est dommage parce que justement, c'est des conflits évitables. Oui, donc finalement, ce qui pourrait être une difficulté devient, une façon d'améliorer la qualité de la communication entre toi et l'autre personne. De mon point de vue, oui, du point de vue de l'autre personne, alors ça dépend de la personne que j'ai en face de moi. Mais effectivement, pour moi, comme pour la thèse, en fait, dans la communication orale, rien n'est évident. Oui, À partir mais du tu principe as plein de techniques, d'écoute active où on explicite, on reformule ce que dit la ouais, c'est ça. personne et en général, c'est censé améliorer la relation puisque la personne se sent entendue, au moins entendue et idéalement comprise ou en tout cas après plusieurs itérations, a priori comprise. Oui, oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et que c'est hyper pertinent la différence que tu fais entre écoute et entendre. Mm. On peut t'écouter sans t'entendre, Oui, mais on peut aussi t'écouter en entendant ce que tu as à dire et en comprenant ensuite ce que tu as à dire. Parfois, avec certaines personnes, c'est compliqué, hein, mais je je prends un peu mon bâton de pèlerin, je reformule et parfois, la reformulation peut être une très bonne arme, une très bonne, une très bonne, une très bonne, un très bon outil finalement pour démasquer les tentatives de manipulation rhétorique, et cetera. Hem et c'est pour ça que j'aime bien moi reformuler, écouter les gens. Parce que parfois, ça les met face à leurs propres contradictions et les gens aiment pas trop. Si la personne est à peu près sensée rhétoriquement et intellectuellement, oui, c'est pas forcément volontaire, du coup, elle va s'intéresser à ce que tu dis et si c'est voilà, elle va s mais volontaire, par contre, si c'est pas le cas et que c'est volontaire, c'est là, mort. les masques, ils vont tomber parce que souvent ces personnes-là, elles ont pas beaucoup de patience et elles vont s'énerver assez vite. Comme quoi la naïveté sociale chez un autiste est très relative, hein. Ah oui, non mais je te enfin, je pense que alors je dirais pas que j'en joue, c'est pas ça, mais il faut, à mon sens, tu as des représentations sociales, des imaginaires sociaux. Si tu es assez intelligent pour savoir où se situe l'imaginaire social, tu peux, enfin, tu es le roi du pétrole, en fait. Parce que les gens vont t'assigner à une place qu'ils pensent être la tienne, alors que toi, tu vas être heu, beaucoup plus précis. C'est surtout que moi, j'aime bien, pour me caractériser, souvent, l'expression, il faut se méfier de l'eau qui dort Oui. et c'est une expression que j'aime bien me concernant. Ça veut dire que je rassure les personnes avec qui je parle, hein, 99,99999 du temps, je suis pas là à dire, «Méfie-toi de ce que tu es en train de dire». Mais quand la personne, clairement, dit des choses, tout à fait, avec lesquelles, en tout cas, je suis tout à fait en désaccord, c'est pas grave d'être en désaccord avec quelqu'un, mais
À partir du moment où ce désaccord se fonde, non pas sur des arguments de l'autre personne, mais sur des a priori de l'autre personne, sur, de la discrimination venant de l'autre personne, je me dis: «Fais attention à ce que tu dis quand même». Heu et la personne, en fait, pense que soit je suis trop naïf, soit je ne fais pas attention à ce qu'elle dit et donc ça va passer, tranquillement. Alors qu'en fait, je j'y fais attention et bien plus que ce que les gens pensent, en tout cas. Mmh. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a, enfin, je pense qu'il y a des, c'est la nature du cliché. Et justement, est-ce qu'il y a un cliché qui t'énerve particulièrement au sujet de l'autisme que tu voudrais Mmh. débunker ou éliminer? Je dirais, bah, un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est, les autistes ne ressentent pas d'émotions, ils sont pas capables, les autistes sont pas capables d'empathie. Alors ça, pour le coup, je trouve que c'est absolument, inacceptable, inadmissible, de penser ça. Heu et sachant que je précise, hein, là, je parle d'autisme sans déficience intellectuelle et en tout cas, moi, quand je m'exprime là, sur ce témoignage-là, mais aussi pour les autistes, dits avec déficience intellectuelle, la capacité d'empathie est présente. Elle est présente de manière différente de la manière dont moi, par exemple, je vais l'exprimer, mais elle est présente. Parfois même plus présente que Oui, chez des personnes dites normales. Heu, Ça peut être des gestes, ça peut être, un regard, ça peut être, beau beaucoup de choses non verbales finalement, qui vont exprimer l'empathie, mais mais qui ne vont pas être considérées en tant que telles ou valorisées en tant que telles, alors que l'empathie est présente. Nous sommes des êtres sociaux, oui. nous sommes des êtres sociaux, on a besoin des autres, on a besoin de rentrer en connexion avec les autres et je pense que, ne pas avoir, ne pas avoir d'empathie, ce serait finalement se condamner soi-même à être une espèce de monade, si on reprend l'expression de Leibniz, ou à être un espèce de misanthrope, sur son Aventin, sur sa petite colline, «Bah, je regarde le monde, voilà machin, je prends mes petites notes et cetera». Non, je pense qu'on a besoin des autres. On peut être en empathie avec les autres et moi, ce que je trouve vraiment intéressant, même dans ta démarche, hein, Alexia, quand tu fais ces portraits, c'est vraiment de donner la parole aux autres Mmh. et parce que si ça, c'est pas de l'empathie, le fait de dire à l'autre: «Ton avis compte, Bah oui. je t'entends, je t'écoute» et de lui donner, non pas forcément une tribune, mais en tout cas un lieu sécurisé où tu lui donnes la possibilité de s'exprimer. Si ça, c'est pas, si ça, c'est pas de l'empathie et si c'est pas de l'écoute active et si c'est pas du respect, je vois pas ce que c'est, en fait. Bah merci, mais c'est vraiment mon idée parce que je pense que quel que soit le profil qu'on ait, enfin, je sais qu'il y a, j'ai croisé des personnes autistes où je voyais bien qu'il y a des moments, il y a des choses qu'elles ne comprennent pas, mais moi, j'essaie toujours de me dire, OK, c'est vraiment le côté curiosité, c'est-à-dire, OK, tu comprends pas, ben, cherche, enfin, essaye de comprendre ou essaye, enfin, je dis toujours, moi, je faisais du design thinking, donc j'expliquais aux équipes comment se mettre à la place de leurs Mmh. utilisateurs, mais je leur disais, vous allez chez les pygmées, vous n'allez pas leur expliquer comment leur faire un feu électrique. Enfin, Ah tu bon? leur dire, tiens, je vais t'apporter mon super feu électrique. Non, tu vas chez les pygmées, tu fais anthropologue. Tu vas, tu t'habilles comme eux, tu fais tout comme eux. Enfin, tu essayes de faire de l'immersion parce que je pense que c'est comme ça qu'on apprend et tu n'arrives pas avec des a priori. Sinon, Tu comment tu peux comprendre? es sûr que tu voudrais pas faire une thèse? Non, j'ai pas la patience. Mais non, mais en plus sur ce sujet-là, je trouve que c'est ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis. Tu devrais, si ce n'est pas déjà fait, je n'en sais rien, peut-être interroger, une de mes collègues, aussi en situation de handicap, qui n'est pas autiste, hein, mais qui est en situation de handicap aussi, Marianne, Abramovici, qui aurait des choses intéressantes à te dire, surtout qu'elle, elle est titulaire. Elle est maîtresse de conférences titulaire, donc effectivement en 2024, ça existe encore. Tous les postes n'ont pas été supprimés. Hem Et donc je pense que sur toutes ces questions, elle aurait des choses, vraiment hyper pertinentes à te dire et à te partager.
hem et surtout ce regard, cette richesse, hem, cette richesse de point de vue, voilà, je pense qu'elle aurait des plein de belles choses à te dire. Super. Dernière chose, est-ce que tu aurais des conseils à donner à un autre étudiant ou étudiante autiste qui sortirait du lycée, qui se lancerait soit dans des études, soit dans la vie active? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ou pas faire? Alors, je me méfie toujours des injonctions qu'on peut me donner, donc je me méfie encore plus des injonctions que moi-même je peux donner aux autres, mais sans que ce soit des injonctions, peut-être, des conseils, personnes en font ce qu'elles veulent. Je dirais, bah, déjà de se faire confiance. On est dans une société où on va beaucoup assigner les gens à des places, à des rôles, faire confiance à ses projets, ne pas hésiter à demander de l'aide aussi. Mmh. C'est pas parce qu'on demande de l'aide qu'on est faible, au contraire. On est dans une société très individualiste où on pense souvent à tort que demander de l'aide, c'est être faible, alors que la vraie force, justement, c'est dans l'interdépendance et demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide, à demander ce que vous ne savez pas faire, Mmh. à apprendre des nouvelles choses, à suivre votre curiosité, à vous écouter. Qu'est-ce que vous voulez profondément au fond de vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelles valeurs sont importantes pour vous? Quels sont les objectifs auxquels vous voulez répondre dans votre travail et dans votre parcours, plus largement, que ce soit d'études ou ensuite, au niveau professionnel? Et si vous êtes au clair avec vous-même sur toutes ces questions, vous verrez que vous allez faire le tri rapidement, vous allez gagner beaucoup de temps et vous allez avancer, à une allure, assez intéressante, assez impressionnante et surtout, voilà, vous faire confiance et vraiment croire en vos capacités, heu, parce que si vous-même vous n'y croyez pas, malheureusement, on est dans une société qui souvent ne va pas vous faire croire en vos capacités. C'est vrai. Bah, écoute, merci beaucoup Arthur. Bah, merci à toi.